Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Gwendoline Losveld. Bonsoir Gwendoline Losveld. Bonsoir. Vous avez publié déjà, alors vous exercez une fonction peu courante puisque vous êtes sage-femme de la fin de vie. De quoi s'agit-il? Une sage-femme, un peu comme pour la naissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle informe, elle prépare et elle apaise. Et je me suis rendu compte que pour le début, pour la naissance, tous ceux qui ont été mamans savent très bien, on a ce petit coffre, ou en tout cas la petite valise qui est prête pour aller à l'hôpital. Mais je me suis rendu compte que pour la fin d'une vie, on n'a pas envie d'y penser. On ne la prépare pas, on pense toujours que c'est pour plus tard, c'est pas pour moi. C'est quand je serai très vieux. Et donc, je me suis posé cette question-là, qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer cette préparation? Et c'est comme ça. Et dans ce contexte-là, vous organisez des ateliers, Eat and Breakfast, un peu original comme concept. Oui. Voulez-vous nous expliquer? Oui, tout à fait. Le nom déjà surprend les gens. Ça s'appelle Eat and Breakfast. J'avais envie que ça faisait sourire un peu et pas uniquement parler de l'au-delà. Pourquoi sourire? Parce que je suis convaincue que l'humour aide pour faire passer un message qui est quand même pas facile, c'est-à-dire la mort. L'humour, c'est un peu comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça nous aide à continuer notre chemin. Donc, j'organise ces ateliers parce que je me suis rendu compte qu'on peut trouver tout sur Internet. On le sait très bien que si on veut se préparer, que tout est déjà là, mais on ne le fait pas. Donc, j'avais envie de créer du temps et de l'espace pour pouvoir se préparer. D'abord informer et puis se préparer. Et vraiment venir à l'atelier. Déjà, souvent, je donne la mission une semaine avant l'atelier pour que les gens viennent avec leurs valises. Autrement, de toute façon, ils ne le font pas. Donc. Gwendoline Losveld, est-ce que vous-même, vous n'avez pas peur de la mort, en fait, pour animer ces ateliers-là? J'imagine que vous avez dû faire une certaine introspection. Étonnamment, je ne sais pas d'où ça vient. Je peux vraiment creuser psychologiquement et aller très loin, mais je me sens à l'aise. Et c'est juste cet étonnement que moi, je me sentais à l'aise, mais de voir que les autres ne le sont pas, qui m'ont intriguée et qui m'ont incité à écrire, entre autres, ce livre et aussi faire cette préparation. Pourquoi je me sens à l'aise? Je crois que, comme toute expérience dans la vie, plus on l'explore, moins on la craint. C'est le propre de beaucoup de phobies aussi, beaucoup de peurs. Et donc, plus on explore les tenants et aboutissants de la mort, moins on les craint et plus on libère de l'énergie. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est au cours du XVIIIe siècle, écrivez-vous, que la sphère privée, finalement, a évacué la mort. Tout à fait. Je crois qu'on ne m'aurait jamais invité sur un plateau, certainement pas, mais pour parler de la mort, donner des conférences il y a 100 ans, 150 ans, parce que la mort, c'était quelque chose de familial, naturel. On mourait à la maison, entouré des siens. Et donc, c'est vrai que c'est la révolution industrielle qui a permis de faire des énormes avancées. Entre autres parce qu'on a introduit quelque part la rigueur des ingénieurs dans la médecine. Il y a eu Claude Bernard et d'autres, mais il y a eu vraiment une approche tout à fait différente et on a introduit plus de rigueur, ce qui fait qu'effectivement, la mort est devenue un problème technique à résoudre. Et donc, si on ne le résout pas, c'est un échec. Et la mort reste-t-elle encore aujourd'hui, en 2025, tabou? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle reste taboue quand on regarde effectivement tout ce qui se passe à la télé, quand on voit les polars, quand on voit les séries criminelles, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment tabou? Mais je me rends compte que la mort en général, on peut en parler, on le voit sur nos écrans, mais parler de sa propre mort, oui, vraiment. On me dit tout le temps, Gwendoline, moi j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de mourir. Et donc, je l'entends quand même souvent. Et du coup, je me rends compte que quand quelque chose devient tabou, on a
plus la même chose, ou en tout cas, on ne trouve plus les mots pour le dire dans notre langage. Et pourquoi estimez-vous que parler de sa mort, de sa propre mort, est un cadeau que l'on offre aux autres? J'ai quand même fait des recherches par rapport à ça, je pourrais dire, je le sens. Les recherches sont liées aussi à mon expérience professionnelle. J'ai fait le droit et le notariat et j'étais spécialisée dans les successions et je rencontrais pas mal de veufs et veuves et je me rendais compte qu'ils n'étaient pas préparés. Donc je me suis rendu compte que ne pas préparer, ne pas parler de sa mort autour de soi, à ses proches ou à ses amis, peu importe, engendre des situations compliquées sur à plusieurs raisons ou plusieurs domaines. Et donc ça c'était le côté, si on ne le fait pas, on peut éviter des situations compliquées, mais on peut le faire aussi comme cadeau. Et vous écrivez « réussir, c'est le contraire de mourir ». Tout à fait. Oui, c'est vraiment ce que je ressens et c'est une des raisons pour laquelle je vois autour de moi que les gens n'ont pas envie. C'est vrai, parler de la mort est peut-être pas si grave, mais on tue quand même l'ambiance à table ou ailleurs. Je me rends vraiment compte que c'est difficile. Et le fait d'avoir connu vous-même la maladie, est-ce que ça a changé votre rapport à votre propre finitude? Certainement, oui. C'est drôle, dans la vie, on a de temps en temps besoin de chocs pour réaliser qu'effectivement, le temps qui reste est court et que c'est important de faire des choix vivants. Et qu'en est-il des enfants? Est-ce qu'il faut oser aborder la mort avec eux? De nouveau, vu que c'est devenu tabou, on n'en parle pas, et certainement pas aux enfants, parce que nous avons peur. Et si un adulte a peur, comment, en traversant par exemple la forêt, en tenant un petit enfant à la main, comment est-ce qu'il va faire pour rassurer l'enfant? Comment est-ce qu'on va faire pour rassurer nos enfants de traverser eux-mêmes leur propre mort si on n'ose pas les amener à un enterrement, si on n'ose pas leur montrer même une personne morte? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, Gwendoline Losveld, un lien avec la vieillesse qui est quelquefois dramatisée dans le monde qu'est le nôtre? Tout à fait. Le lien, pour moi, est très, très clair. Dans ce progrès, on a tellement avancé qu'on a un peu oublié de réfléchir la vieillesse et on arrive alors à des tensions éthiques, quelque part, entre la dignité humaine en vieillissant et aussi l'utilité sociétale. Ouais. Vous êtes active en éthique des soins de santé et en soins palliatifs. C'est ma dernière question, mais pourquoi est-ce important pour vous? Certainement, à la fin d'une vie, je me suis rendu compte que même là, on n'ose pas toujours parler de la mort. Et donc, le côté médical m'avait le plus étonnée. C'est que nous, entre nous, on n'ose peut-être pas parler, mais aussi des oncologues qui n'osent pas toujours parler de la mort, sauf si c'est un échec et qu'il n'y a plus de traitement. Et à ce moment-là, on verse vers les soins palliatifs et les gens arrivent quelque part où ils sentent que la mort va être là et ils ne sont pas préparés. Si un médecin traitant avait abordé ça au départ, peut-être que ce serait plus facile de l'aborder et de le préparer qu'à la fin, quand on n'est pas bien, malade. Eh bien, Gwendoline Losveld, merci de nous avoir rejoints ce soir. Le livre déjà a été publié aux éditions Murmure d'un soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.